Il semble donc que les manifestations en Iran soient effectivement terminées. Bien sûr, il faudra voir si cela n'est qu'une pause temporaire ou si d'autres manifestations éclateront à l'avenir, mais pour l'instant, elles se sont effectivement arrêtées. Les médias israéliens rapportent qu'aucune manifestation n'a eu lieu à Téhéran ni ailleurs dans le pays depuis plusieurs jours. Des signes suggèrent que l'Occident prépare des frappes aériennes contre l'Iran. Nous allons analyser cela. Les manifestations en Iran, qui ont commencé le 28 décembre 2025, semblent avoir cessé depuis le 14 janvier. Le gouvernement iranien a réprimé les manifestations de manière très ferme, poursuivant la répression sanglante en tirant sur les manifestants avec des mitrailleuses et des fusils. Selon un reportage de Columbia Broadcasting System aux États-Unis, il y aurait eu jusqu'à 20 000 morts, ce qui montre à quel point le nombre de victimes a été élevé en raison de cette répression sanglante. Les manifestations se sont calmées, mais beaucoup d'experts pensent qu'elles reprendront probablement. La raison est claire. La cause fondamentale qui a bouleversé la société iranienne n'a pas du tout été résolue. Le point de départ est clairement un problème économique. La valeur de la monnaie iranienne s'est effondrée à un niveau catastrophique, ce qui a détruit la vie quotidienne des citoyens. En 2015, le taux de change était d'environ 32 000 rials pour $1, mais il a maintenant grimpé jusqu'à 1 450 000 rials. En seulement 10 ans, le taux de change a donc explosé de plus de 44 fois. Appliqué à la Corée, ce serait comme si $1 valait plus de 67 000 won, signe d'une perte totale de confiance dans l'économie nationale. Après la guerre avec Israël en juin, la chute du rial s'est accélérée, perdant environ 40% de sa valeur en 6 mois. L'inflation annuelle de 422% a plongé l'économie dans le chaos. La population ressent une situation encore pire. Les prix des denrées, comme le poulet et les produits laitiers, ont beaucoup augmenté. L'huile de cuisson a même disparu des marchés. Les prix alimentaires ont grimpé de 72% en un an, et le fromage est passé de 6 à 8 millions de rials rapidement. En Iran, le salaire minimum moyen est d'environ 9,29 millions de rials, suffisant à peine pour acheter un paquet de fromage par mois. Dans une telle situation, on ne peut qu'en conclure que la survie elle-même est menacée. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que les commerçants sont au centre des manifestations. Dans l'histoire contemporaine de l'Iran, cette scène est très symbolique. En effet, lors de la révolution islamique de 1979, ce sont les commerçants qui ont joué un rôle décisif dans la chute de la dynastie Pahlavi. À l'époque, les commerçants ont financé les forces islamiques et sont devenus le moteur principal du changement de régime. Mais aujourd'hui, ces mêmes commerçants tournent le dos au régime islamique. Cela peut être interprété comme un signe que les fissures au sein du régime se sont considérablement approfondies. De plus, avec des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes massacrées, la colère et la peur envers le régime ne cessent de s'accumuler. En prenant en compte l'ensemble de cette situation, certains estiment que l'effondrement du régime iranien n'est qu'une question de temps, et qu'il est très probable qu'il se réalise un jour. Jusqu'à présent, aucune solution fondamentale n'a été proposée ni sur le plan économique, social ou politique, ce qui laisse penser que l'instabilité interne en Iran risque de s'aggraver à l'avenir. La communauté internationale s'apprête à intervenir. Trump a annoncé stopper l'action militaire car l'Iran suspend les exécutions, mais cela doit être confirmé. Par ailleurs, les principales forces militaires américaines continuent d'être déployées directement au Moyen-Orient, et on constate également que des avions de chasse européens affluent progressivement dans la région. Le porte-avions américain Nimitz, Rinkeonam, fonce du sud de la mer de Chine vers le Moyen-Orient, et pourrait arriver dès le 20 janvier dans 3 jours. Fox News rapporte que les États-Unis ont aussi déployé des avions ravitailleurs au Moyen-Orient. Le sénateur Rinji Gereyehom estime qu'il s'agit du plus grand changement depuis la chute du mur de Berlin. Analysons cela. Photos satellites prises le 15 janvier à la base aérienne d'Al Udeid et à la base Prince Sultan en Arabie Saoudite. Les avions de transport ont été retirés et le nombre d'avions ravitailleurs a augmenté. À la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite, on a pu observer 3 ravitailleurs en vol KC-47 Pegasus et KC-135 qui n'étaient pas présents auparavant. Actuellement, les États-Unis retirent les avions non essentiels du Moyen-Orient. On peut se demander pourquoi ils retirent ces avions d'une base aérienne. En cas d'attaque aérienne contre l'Iran, celui-ci réagirait sûrement. Non, ainsi. Si l'Iran attaque, il ciblera probablement les bases américaines au Moyen-Orient. Les forces américaines se retirent donc pour limiter les pertes. On remarque aussi le déploiement d'avions militaires européens dans la région. Au moins 4 Eurofighter Typhoon britanniques et un ravitailleur Airbus KC, 2 Voyager sont déployés au Moyen-Orient. Des avions de transport français, allemands et italiens y ont aussi été envoyés. L'Allemagne et la France n'ont pas commenté ces mouvements militaires. Un autre point crucial doit aussi être observé. Le fait que les pays occidentaux évacuent presque simultanément leur personnel et leurs ressortissants d'Iran est particulièrement notable.
Le retrait du personnel diplomatique est toujours considéré comme une mesure de dernier recours, car il n'est pris que lorsque les canaux diplomatiques sont pratiquement paralysés, ou lorsqu'il existe une forte probabilité d'un conflit militaire imminent. Mais cette fois-ci, non seulement les États-Unis, mais aussi plusieurs autres pays occidentaux ont donné des instructions pour quitter l'Iran à peu près au même moment. Et il a été observé que l'évacuation des ressortissants et la priorité donnée à l'évacuation des familles du personnel diplomatique se déroulent simultanément. Cela peut être interprété comme un signe que les autorités gouvernementales partagent des scénarios de menaces assez précis. Dans le même temps, les mouvements d'Israël sont également très significatifs. Israël a relevé son niveau d'alerte militaire d'un cran ou plus à partir du week-end. Ils ont déployé des batteries supplémentaires, du dôme de fer autour du centre-ville et des installations stratégiques, et ont ouvert les abris de la défense civile, habituellement utilisés de manière limitée, à la population. Israël ne prend généralement pas de telles mesures publiquement, à moins qu'il n'y ait une menace réelle et imminente. En interne, cela signifie qu'il considère déjà comme très probable la possibilité de représailles de l'Iran ou de groupes pro-iraniens. Un fossé évident existe entre les propos de Trump et les actions militaires sur le terrain. Le président Trump envoie publiquement un message de retenue militaire, mais en même temps, le déplacement des porte-avions de la marine américaine, le déploiement massif de la puissance aérienne et des avions ravitailleurs, ainsi que l'envoi direct de chasseurs européens au Moyen-Orient, ne cessent pas. Si l'on considère que les opérations militaires doivent être préparées bien avant les déclarations publiques pour pouvoir être menées à bien, les mouvements actuels semblent viser à créer une situation où il ne reste plus qu'à faire un choix et appuyer sur le bouton à tout moment. Certains voient dans les propos du président Trump une stratégie de tromperie. En apparence, il fait des déclarations qui semblent apaiser les tensions. Mais en réalité, il maintient la pression pour empêcher l'adversaire de baisser sa garde ou de prendre des mesures préventives. Lors de l'attaque aérienne contre le Venezuela, une situation similaire s'est produite. À l'époque, il y avait aussi des déclarations niant toute action militaire, mais en même temps, le déplacement de porte-avions et le déploiement de forces spéciales ont eu lieu, et finalement une action militaire a suivi. Le contexte actuel au Moyen-Orient ressemble beaucoup au passé, rendant difficile de croire les déclarations actuelles, selon certaines analyses. En fin de compte, il semble difficile d'exclure la possibilité que le calme actuel soit plutôt l'état précédant une tempête, plutôt que le résultat d'une détente des tensions. Bien sûr, il existe également des points de vue préoccupés à ce sujet. L'une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis n'ont pas facilement décidé d'une intervention militaire directe contre l'Iran est que la structure interne de l'Iran est déjà très fragile. L'Iran semble être un État unitaire à première vue, mais si l'on regarde à l'intérieur, il ressemble davantage à un État-nation composé de plusieurs ethnies. Parmi la population totale de l'Iran, les Perses représentent environ 51%, soit la majorité, suivis par les Azéris qui constituent environ 24%. À cela s'ajoutent les Kurdes avec environ 7%, et les Baloutches avec environ 2% de la population. Cette composition peut aussi causer une forte instabilité si le régime s'effondre. Les Azéris sont bien intégrés en Iran et restent passifs face à l'indépendance, contrairement aux Kurdes et Baloutches, dont la situation est différente. Ils ont longtemps été victimes de discrimination et de répression de la part du gouvernement central iranien, et ils l'ont dénoncé. Ils ont déjà mené à plusieurs reprises des luttes armées et des mouvements pour l'indépendance. En particulier, les Kurdes ne sont pas seulement présents en Iran, mais aussi en Irak, en Turquie et en Syrie. Ainsi, si le pouvoir s'effondre en Iran, il y a une possibilité de réaction en chaîne qui pourrait franchir les frontières. Les Baloutches sont actifs près des frontières pakistanaises et pourraient chercher à accroître leur influence si le pouvoir central faiblit. Si une intervention militaire provoque la chute soudaine du régime iranien, le problème ira sûrement au-delà d'un simple changement de régime. Il est probable que les forces régionales s'arment et défendent leurs intérêts face à la faiblesse du pouvoir central. Certains préviennent que l'Iran risque non seulement un chaos temporaire, mais aussi une guerre civile prolongée comme en Syrie ou au Yémen. La poursuite des conflits liés aux intérêts religieux, ethniques et régionaux pourrait imposer un fardeau bien plus lourd à la communauté internationale que les précédents conflits au Moyen-Orient. D'importantes variables géopolitiques entrent aussi en jeu. Au sud de l'Iran, le détroit d'Ormuz assure 35% du transport maritime mondial de pétrole, et 20% du volume total passe par là. Si l'Iran sombre dans le chaos, le marché énergétique mondial en subirait probablement l'impact avant même l'Iran. Si la situation à l'intérieur de l'Iran devient instable, la sécurité du détroit ne pourra pas non plus être garantie. Et lorsque la situation des pétroliers sera menacée, le prix international du pétrole ne pourra qu'y réagir immédiatement. C'est pourquoi les États-Unis et les pays occidentaux exercent une pression sur l'Iran, tout en redoutant au plus haut point un scénario où l'Iran s'effondrerait complètement. Le régime pose problème, mais ils estiment qu'il serait difficile de gérer une situation où le pays lui-même s'effondrerait. L'impact d'une action militaire pourrait dépasser l'Iran en tant que nation, et ébranler l'ensemble du Moyen-Orient ainsi que l'économie mondiale. C'est pourquoi cette question reste toujours un domaine où des choix extrêmes et des risques extrêmes coexistent. Au final, la préoccupation de l'Occident concernant la question iranienne ne porte pas sur l'opportunité d'une attaque, mais sur la question de savoir qui et comment gérer le chaos qui surviendra après une attaque.
Il faudra encore observer comment les États-Unis, l'Occident et le reste du monde vont réagir. Mais le retrait des ambassades ou le déploiement d'actifs stratégiques américains sont généralement des signaux qui précèdent immédiatement une guerre. Il ne faut donc pas les prendre à la légère. Que pensez-vous de la situation ? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo.